Bonjour tout le monde et bienvenue sur Trek in Storia. Bonjour Arcadie. Salut Cyril, tu vas bien? Ça va super et toi? Ça va. Je suis en train de me mitonner une petite carbonara qui est en train de reposer dans la cuisine. Alors c'est une carbonara blasphématoire, hein, puisque j'ai mis des champignons et un carré de bleu. On a envie que ça ait du goût. On a envie que ça ait du goût, ouais, exactement. D'ailleurs, je suis juste pas tout à fait sûr d'avoir effectivement coupé le feu. Mais on verra, donc voilà, j'ai envoyé mon signe petit à la bulletin. régie. J'ai enfin signé à la régie, exactement. Allez. De quoi on parle aujourd'hui? On parle d'Hunger Games, c'est toi qui avais amené le sujet. Exactement, je me dis qu'on pourrait ouvrir un petit peu notre public, s'ouvrir à un autre public. Et, effectivement. Et c'est de la SF techniquement, donc puisqu'on est sur de la dystopie. Exactement. Alors, et c'est sur les films. Sur les films, donc c'est une série de bouquins. Ouais. Les 4 premiers films, et puis on parlera dans un autre épisode du dernier film qui est sorti. Exactement, qui est le préquel. Donc Hunger Games à la base. Donc attends, j'ouvre les pages Wikipédia pour être efficace. C'est une série de bouquins de Suzanne Collins, écrit par Suzanne Collins. Elle a écrit ça le 14 septembre en 2008. Donc on est la fin des années 2000. Et tandis que les premiers films ont commencé à sortir, je regarde ça, 2012, 2013, 2014 et 2015 pour les 4 films. Donc voilà. Rapidement l'histoire, donc on est sur une Amérique dystopique qui, après une énorme guerre civile, s'est reconstruite en se subdivisant en différents districts dirigés par le Capitole, qui en fait centralise un peu toutes les ressources en échange, c'est la mafia quoi, en échange de protection et d'ordre. Et le truc c'est que pour en mémoire de la rébellion, on a organisé ce qu'on appelle Hunger Games, qui sont des jeux de Battle Royale, type Battle Royale, dans lesquels des 2 enfants du district vont s'affronter, 2 tribus, donc on appelle ça 2 tribus, vont s'affronter dans un combat à mort, où il en reste plus que un à la fin, qui devient une espèce de héros national, illustré, voilà, et honoré. Et donc nous on suit la gamine qui s'appelle l'héroïne qui s'appelle Katniss Everdeen, qui vient du district 12, qui est l'un des plus pauvres, et qui prend la place de sa petite sœur qui a été choisie à la base, et elle fait ah non, je suis volontaire, et donc qui rentre dans cet univers là, et qui est un univers où à la fois de violence extrême, mais qui n'est pas que de la violence physique, mais qui est aussi de la violence symbolique, puisque tout le fond de l'histoire, c'est la violence du travail de l'image et de l'information. Voilà, c'est un peu le résumé très large. Je sais pas si t'as un truc à rajouter. Oui, il y a aussi une violence sociale. Tout à fait. C'est-à-dire que par rapport au district d'où tu viens, t'es moins bien loti par rapport aux sponsors qui peuvent aider durant la compétition à gagner ou pas. Sachant que les districts 1 et 2 les plus riches ont des tribus de carrière, donc des jeunes gens qui se sont entraînés toute leur vie pour devenir des tueurs nés et attirer à eux les sponsors et l'appui du public, quoi. Tout à fait. Alors, petite note contextuelle de sa sortie, il faut savoir qu'on est après Harry Potter. Et donc, Harry Potter a ouvert la voie au mainstream, à la littérature jeunesse. Et donc, ça a permis une démocratisation et un afflux massif de cette littérature-là, ce genre-là de littérature, attribué à un young adult. Ouais, du jeune ado. Voilà, un public jeune ado. Et donc, en fait, il y a eu Twilight, et puis il y a eu... Hunger Games, qui a été un peu la dystopie expliquée pour les ados. Et ce qui est... moi, je me rappelle à l'époque, quand c'est sorti, j'étais un petit peu en demi-teinte, je fais ouais...
ok, bon, mais sans plus. Et c'est vraiment plus tard quand je me surprenais à les regarder une fois de temps en temps. Et quand j'ai vu le préquel il y a pas longtemps sur la jeunesse de Snow, qui est le grand méchant de la quadrilogie qu'on a vu, que je me suis vraiment intéressé profondément au film. Je n'ai toujours pas lu les bouquins. Mais donc ça a été un très très grand phénomène littéraire qui a aussi ouvert toute la porte à ces dystopies au cinéma, comme par exemple la série Labyrinthe, de films Labyrinthe, ou la série de films Divergent, qui était très mauvais. Oui. Donc pareil, ce truc-là, il y a eu à l'époque Sublime Créature. Donc toutes ces vagues-là, il y avait un budget, il y avait un fonds de commerce à aller exploiter, quoi. Donc voilà. Et toi, ton rapport à Hunger Games en tant que film, en tant que phénomène, c'est quoi? Bah, j'étais passé à côté, hein, pour tout te dire, de la série de films. Je me l'étais maté il y a quelques années d'un bloc. Parce que on m'avait dit que c'était intéressant à regarder. J'avais trouvé ça long à l'époque. Là, je les ai rematés et j'ai retrouvé ça aussi long. C'est assez marrant de voir une narration comme ça pour des années 2010, une narration qui prend le temps de poser beaucoup de choses. Tout à fait. C'est vrai que le massacre ne dure pas longtemps en fait. Le côté Battle Royale, comme tu parlais du film, je pensais au film Battle Royale japonais là, ouais. où c'est beaucoup plus sanglant très vite. Là, le film prend le temps de tout poser pour très peu de temps de violence finalement. Ouais, surtout que c'est un prétexte, quoi, au vrai propos. Voilà, j'étais passé à côté, pour faire simple. Et du coup, maintenant que tu les as revus... Et ben, comme toi, je les ai revus en voyant le dernier film qui est sorti, et du coup, je les ai revus avec un œil un peu différent. Ce côté dystopie m'a sauté un peu plus au visage qu'à l'époque. J'ai fait mes petites recherches aussi sur pas mal de chaînes YouTube qui parlaient d'Hunger Games, donc pour m'enrichir de l'univers, quoi. Je trouve que c'est des films qui sont regardables, mais qui vont à l'encontre de leur temps. C'est-à-dire que ils vont pas vite. Ils seront pas dans l'hyper-violence, dans l'hyper-montage, dans tout ce que maintenant on surconsomme. Je pense à Novocaine là, qui est sorti là récemment avec Denis, avec Quaid, où il y a un montage absolument hystérique. Ou même dans le même genre de public cible, pour le public qui nous regarde, vous regardez la série Les Films Labyrinthe, qui est complètement comme ça, c'est-à-dire c'est extrêmement nerveux, on pose aucune question, on fait que courir partout. Donc voilà. Qui va clairement dans ce que tu énonces là. Exactement. C'est un type de narration qui est assez à contre-courant des années 2010, quoi. Les années Fast and Furious. Les plus belles années avec The Rock quand The Rock rentre dans la partie. Mais et en fait, moi, ça a été vraiment avec le dernier film que j'ai pris conscience d'une véritable qualité de la narration, qui doit certainement venir des livres, donc de Suzanne Collins. C'est qu'en fait, elle est capable de convoquer des stéréotypes. Elle est capable de convoquer des stéréotypes qui, pour ma part, par exemple, peuvent m'agacer, genre la rebelle, tu vois, de service etc., mais de toujours les utiliser avec un regard, avec une subtilité qui rend le personnage, qui rend l'histoire racontée intéressante. Et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que n'oublions pas que c'est une série pour ados. Donc ça va convoquer des stéréotypes, triangle amoureux, elle fait de l'archerie, enfin voilà, des choses comme ça. Elle est rebelle, on lui dit pas ce qu'il faut faire, mais en fait tout le monde l'aime, mais elle comprend pas pourquoi, enfin machin. Et en même temps, à chaque fois, il y a une subtilité supplémentaire dans une ligne de dialogue, dans un contexte. Par exemple, on prend le cas de Katniss Everdeen, qui est la fille qui est un peu gauche socialement, qui sait pas trop agir avec les gens, qui est un peu en fait qu'à sa tête et tout, sauf qu'elle est punie par ses errements. Donc pour que les gens sachent, on va pas faire film par film, on va faire l'ensemble de la quadrilogie, parce que c'est ce qui m'intéresse davantage. Je te donne un exemple dans le deuxième film. À un moment donné, quand tu sais, il doit faire la balade
tu sais, de La chaque tournée des tribu, là. vainqueurs. Voilà, la tournée des vainqueurs, et que t'as Pita qui, parce qu'elle a décidé de rien dire, il y a Pita qui prend un peu le lead, il dit oui, on va donner un mois de notre solde, machin, et puis que elle balance son super speech, mais qui allume la révolte, et il y a un mec qui se prend une balle dans la tête. Tu vois, et donc ce genre de choses, elle est punie parce qu'elle dit, mais moi, je voulais pas arriver à ça. Elle dit, moi, je voulais pas que ça soit comme ça, parce que, donc elle agit sans réfléchir, et le scénario lui donne tort de faire ça. Ou en tout cas, elle est punie pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça, c'est des choses que dans une œuvre, pour un public plus jeune, c'est rare qu'on va avoir ça. Oui, et c'est vrai que toute action a sa conséquence. Et lourde. C'est lourde les lourd conséquences. Voilà, lourde de sens. Dans tout ce qui est fait, c'est réfléchi. Enfin, c'est réfléchi. Toute la scénarisation est réfléchie, quoi. C'est-à-dire, il y a une action A qui va conduire à une action B. C'est pas comme si on va prendre un autre film, on parlait tout à l'heure de la labyrinthe, où on oublie vite B et C pour passer à D, quoi. Il y a des moments où ils te parlent d'un sujet, puis la fois d'après, juste la scène d'après, les gars, ils oublient. Enfin, on n'aborde même plus le sujet. Enfin, il y a des incohérences dans ces films, c'est assez dramatique. Mais donc voilà, et donc ça, c'est un truc qui m'a toujours plu. C'est pareil, une des choses qui me plaît dans cette histoire, c'est que Katniss, la question du triangle amoureux, par exemple. Grand classique. Ah, en fait, j'aime mon copain, mais en fait, j'aime l'autre, mais je sais pas qui je vais aimer. Et nanani, nanana. Un des trucs qu'on voit souvent dans les histoires, c'est que, je prends un exemple avec Twilight. Est-ce qu'on peut dire clairement pourquoi Bella est amoureuse d'Edward? On sait pas, en fait. C'est juste parce qu'ils sont tombés amoureux. Par contre, quand tu regardes Pita, qui est le copain de Katniss, là, qui va être son grand amour, tout dans son attitude va te faire comprendre pourquoi il aime. Et je parle pas à ceux qui ont lu les livres Twilight, je parle des films. Donc en fait, tu comprends qu'il est gentil, tu comprends qu'il est intentionné, tu comprends qu'il est intelligent, il comprend mieux le jeu des médias que ne le comprend Katniss. Tu vois? Oui. Et donc, il a des véritables qualités qui lui sont propres. Il est attentionné, doux, gentil. Du coup, tu comprends pourquoi elle s'attache à lui. Deuxièmement, la première raison pour laquelle elle s'attache à lui, c'est que ce sont des traumatisés de guerre. Et ça, c'est rare quand tu vois ça. Généralement, les films de guerre, sauf à moins qu'on ait décidé d'en parler tel quel, c'est souvent, tu sais, un truc un peu action comme ça. La guerre, c'est un peu le décor, quoi. Tu vois, c'est le fond. On a buté des gens, tant mieux. Sauf qu'en fait, quand tu regardes la toute fin, la dernière scène de Katniss, elle est là avec son bébé en main, tu vois que la fille, elle va pas bien dans sa tête, quoi. Elle est réduite en charpie, psychologiquement. Et cette conséquence-là, c'est ça que je trouve cool. C'est de la vraie dystopie. Que par exemple, tu vois, un Harry Potter, les mecs, ils ont vécu des trucs quand même méga traumatiques. À la fin, tout était bien, c'est cool, tu vois. Ouais. Alors que là, son état psychologique se détériore de film en film, tu le vois, et ça impacte ses décisions par la suite. Et donc, toute cette conscience-là dans l'histoire qui se passe dans Hunger Games, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est vachement cool de voir ça. De voir que, t'as demandé, t'as Emish qui dit, mais en fait, t'es juste une énorme gourde, c'est pour ça qu'on t'explique pas le plan, parce que t'es incapable de le suivre, et que t'en fais qu'à ta tête. Il y a souvent des moments comme ça qui reviennent, et quand on a un personnage de rebelle, qui est en plus, qui pourrait vite tomber dans l'égérie, parce que c'est ce qu'elle devient en plus, elle devient une égérie malgré elle, mais en même temps elle est un peu gauche, tu vois, d'espèce d'archétype fantasmé, d'avoir ce truc où on dit en même temps, ouais, mais t'as pas envie d'être elle, en fait, tu veux pas du tout être Katniss, tu veux pas être cette fille complètement détruite psychologiquement. Tu veux pas être Pita qui est complètement détruit psychologiquement, conditionné, avec des cauchemars intégrés dans son cerveau et tout, comme il y a dans le 3 et tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc voilà, et ça, je trouve que c'est toutes ces petites couches-là qui font qu'Hunger Games est vachement bien foutu. En parlant de petites couches, même les personnages secondaires sont vachement bien pensés. Tu parlais de Mitch. Il y a Mitch, il y a celle qui leur sert de porte-parole, plus ou moins. J'ai oublié son nom. Même le président Snow, c'est un bon antagoniste parce que c'est un antagoniste qu'on voit peu. Tout à fait. Qui est très discret et qui dit les choses très vite. Enfin, il dit les termes. C'est pas attention, c'est le méchant, il agit dans l'ombre. Dès le deuxième film, il la confronte, quoi. Ouais, en lui expliquant que t'es devenu un symbole. Moi, les symboles, ça me va pas du tout, quoi. Tout à fait. Et en plus,
je trouve que l'acteur, là, c'est Donald Sutherland. Ouais. Il a un jeu comme ça de mec, il est capable, il te montre à quel point il arrive à te rendre le personnage véritablement dangereux. Il a un truc dans le visage où tu te fais, ce gars-là, faut pas l'emmerder, quoi. Et je trouve qu'il a rendu une magnificence au personnage, pareil, qui est vraiment impressionnante. Et pareil, quand tu vois le propos avec les vêtements extravagants, outranciers, ridicules, d'extravagance, qui prennent encore plus de sens quand tu regardes le préquel, dont on parlera la prochaine fois. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de détails. Par exemple, le coup des costumes, il y a ce truc avec Pita quand il est utilisé par le Capitole pour faire une espèce de contre-propagande. Oui. Eh ben, tu vois, il a son col et son espèce de cravate, de nœud papillon. Ouais, et surtout, ça fait une pointe sous la gorge. Et donc, il a visuellement un couteau sous la gorge. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs comme ça quand tu dis, ouais, c'est pour des gamins de 16 ans, de 14 à 16 ans qui vont se construire sur ça, qui vont construire leur goût, qui vont construire leur réflexion, bah c'est extrêmement qualitatif en fait. Au final, la seule chose qui ne soit vraiment pour les enfants, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que pour un public jeune, c'est que les thématiques sont extrêmement explicitées. Tu vois, c'est comme tu dis, quand t'as Snow qui va le confronter, il explique clairement ce que représente Katniss. Tu vois, tout le jeu des médias et tout, c'est pas vraiment du show don't tell, tu vois. C'est en premier lieu, ils ont tous conscience de ça et ils essayent de tous en jouer, quoi. Et du coup, il y a ces espèces de grosses explications, de grosses expositions pour que le public, plus jeune puisse appréhender la question, en fait, tout simplement. Et ça, c'est pas un défaut, c'est juste une spécificité au public. Tu vois. Bah, c'est un film qui prend pas les enfants pour des cons, quoi. Exactement. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture. On parlait des médias à l'instant aussi. Le côté surmédiatisé de ce qu'ils vivent. C'est une bonne critique un peu pour maintenant les gamins aujourd'hui avec les chaînes d'infos continues qui se mangent à longueur de temps. Pour ceux qui les regardent. Ou les news qu'ils vont avoir sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui n'existent pas dans le futur. On peut le noter. Internet existe presque pas. Ah si, Internet existe. À mon avis, avec leur technologie, Internet doit exister. Mais pareil, ce truc de tout ce jeu ce que je trouvais aussi hyper intéressant. Il y a une petite chose de narration que je trouvais vachement intéressante, c'est que je me rappelle que quand j'ai vu le 2, j'avais vu le premier, j'avais fait ouais, allez, c'est sympa. Et j'ai vu le 2, et comme ils avaient recommencé tout le jeu des médias, le 2 c'est un peu un reboot du 1, tu vois, ils recommencent le jeu des médias et puis ils recommencent les Hunger Games. Cependant, il y a une petite subtilité en plus qui est assez chouette, c'est que, on te fait comprendre que, ok, vous avez dû faire ce qu'il fallait pour survivre, vous faire passer pour des amoureux, etc., etc. Mais en fait, les gars, toute votre vie, ce sera comme ça. Et donc, vous êtes coincés dans cette romance que vous vous êtes fabriquée. Romance qui va très loin, puisqu'à un moment donné, il dit, il fait croire qu'elle est enceinte. Truc qui est ramené dans le 3e tome ou dans le 3e film, où, tu sais, il va voir les gens dans l'infirmerie, et elles font, ah, Katniss, tu es là, et ton bébé? Et elle fait, ah, je l'ai perdu parce qu'elle sait pas quoi répondre, en fait. Et elle est là, elle voit plein de gens compatir à une douleur pour elle qu'elle n'a jamais eue, alors qu'elle est face à des gens avec une douleur qui est bien réelle. Donc déjà, enfin, quand même, c'est lourd émotionnellement, c'est très puissant. Et donc, il y a ce truc-là. Et en plus, il y a le truc qui est que quand tu regardes le premier Hunger Games, et tu dis, voilà, imagine c'est un stand-alone, t'as un peu t'as un peu la frustration de te dire, ah, j'aimerais bien en savoir plus sur les autres tribus. Tu sais en quelques lignes qui y sont, donc t'aimerais bien en connaître un petit peu plus la vie d'un tel et d'un tel. Et ben, en fait, je trouve que là où ça devient intelligent, c'est que le deuxième, en refaisant des Hunger Games, te remet dans les dispositions de, j'aimerais bien connaître quelle tribu, ces tribus-là et ces tribus-là et ces tribus-là. Sauf que, comme ils s'échappent à la fin pour mener la révolte, eh ben, tu as la possibilité de les connaître. Donc, il t'offre il t'offre ce petit plaisir de narration qui est que ces gars dont t'aimerais en savoir plus, tu vas avoir l'occasion d'en savoir plus. Il t'offre du lore. Ouais, il t'offre du lore. Et voilà, et c'est toutes des petites choses comme ça. C'est vraiment, il y a un soin du détail dans les films, dans la mise en scène, dans les décors, dans les costumes qui fait que pour moi, je me dis, mais ouais, si t'es gamin, check Hunger Games, ça m'a donné envie de lire les bouquins. Et puis quand j'ai vu le préquel sur Snow, et je sais qu'il y en a un autre sur Emish qui va sortir, mais j'ai envie de le lire, tu vois. C'est un univers qui me donne envie de voir ce que le personnage ce que l'auteur Susan Collins va développer.
Ah ouais, je savais pas qu'il y avait un spin-off sur Emich. Le prochain qui va sortir, c'est, je crois que c'est dans 2 mois ou dans quelques temps, pas longtemps. Ouais, Ce sera sur les Hunger Games des Mitch. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir que lui, comment il va sombrer dans dans l'alcoolisme. l'alcoolisme, la destruction et donc ça serait super intéressant aussi de voir toute la vie d'un tribut en fait quand t'as fini, parce que tu le vois pas la vie d'un tribut, tu vois la vie de Katniss de Pita. Pita, mais en fait cette vie de tribu cette vie de mentor est bouleversée par la révolution. Là, on va voir, on sait vite fait avec certains personnages où on te dit que ils sont tous détruits et que le Capitole continue de les exploiter. Mais là, on va voir, donc on pourrait potentiellement voir dans quelle mesure on les exploite. Et je trouve ça aussi super intéressant. Donc voilà, moi j'invite toutes les personnes qui ont vu ça un peu de loin, qui n'ont pas forcément fait attention, je vous invite à redonner une chance à ces films. Parce que les films complètent et apportent vraiment beaucoup de choses sur les bouquins quand j'en ai discuté avec des amis qui ont lu les livres. Et parce que c'est des histoires de qualité. C'est pas le 3-4, c'est un peu longuet, je trouve, pour ce que ça raconte. Oui. Mais c'est parce ils ont souffert ils ont voulu faire comme Harry Potter. Hein. À l'époque, Harry Potter, en fait, ils avaient divisé le dernier tome, le 7e tome, en 2 films. Et ils ont voulu faire la même chose pour se faire encore plus de thunes, sauf qu'il y avait beaucoup plus à raconter comme incidence dans Harry Potter que dans Hunger Games. Donc, après, on a une excellente photographie. Tu parlais des costumes. ouais, Pour ceux qui aiment les costumes, vous allez être servis. clairement. Et puis il y a même des performances de second ou de troisième rôle qui sont puissants, quoi. Ouais. Et puis je trouve que ça, je voulais en parler avec toi. Je trouve que c'est une histoire profondément anarchiste. Ouais. Parce que quand tu regardes, t'as le Capitole. En fait, qu'on te dise donc t'as le Capitole et t'as les rebelles. Et en fait, on te fait comprendre que ce soit le Capitole ou les rebelles, c'est toujours la même merde en fait. Oui, il y a toujours un chef despotique. Il y aura toujours un chef qui peut devenir despotique. Il y a toujours une roue qui peut se remettre en place. La finalité, c'est de vivre en dehors de cette société et de les laisser faire dans leur coin, tu vois. Ok, ils te parlent d'élections et tout, mais si tu te mets d'un point de vue de Katniss, en fait, c'est une volonté profondément anarchiste. Alors, je vais dire libertaire ou libertarienne, c'est-à-dire je mélange peut-être des termes, mais donc cette volonté très anarchiste de vivre chacun dans son coin. Parce que et de rejet de tout système d'ailleurs. Et pareil, cette subtilité dans le dernier récit que j'avais complètement oublié en le revoyant, que en fait les bombes, c'est pas le Capitole qui l'a envoyé, c'est un acte stratégique des rebelles pour forcer tout le monde avec un acte choc à arrêter les combats, en faisant croire que c'est le Capitole, et qu'en fait les bombes ont été ont été pensées par le deuxième copain, là il y a même source là, Gale. C'est lui qui a inventé ces bombes-là. Ouais. Et tu sais, ils se parlent à la fin où ils font et donc c'était toi et tout. Et il dit je sais même plus. Et ça te montre à quel point ces espèces de conflits permanents. Ça parle toujours de ces conflits, à quel point ces conflits permanents de compétition, de compétitivité exacerbée, en fait, ça détruit les gens. Ça peut être d'un point de vue aussi simple que des Hunger Games, donc des mecs qui littéralement doivent s'entretuer, mais par les jeux de pouvoir, par les jeux d'influence, comme on le voit beaucoup plus dans le préquel, par exemple, tu vois. Oui, le préquel, mais même, on en parlera plus tard, mais même la narration du préquel est presque conceptuelle dans sa façon d'amener les choses, quoi. Donc voilà, ouais, pardon. Qu'est-ce que tu as à dire de plus dessus? Ouais, je t'écoute. Rien, c'est juste que je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler des plombs. J'invite vraiment les gens à donner une chance au film, à de le regarder en vous disant ok, vous regardez un film pour ados. Mais il y a une lecture pour adultes. Oui, et dites-vous que c'est des histoires pour ados, mais pas pour des adultes en devenir. Et de ce que ça va développer, ça peut soulever des questions sur le traitement des médias, comme tu le disais. C'est un des problèmes majeurs actuels. Ça l'a toujours été, cette question des médias, de comment on tourne les mots. Il y a ce moment où il cherche où Snow dit « Je ne lirai pas ce discours, je n'aime pas le mot rebelle ». Oui. Il ne mérite pas ça. Ah, vous pouvez dire criminel. Non, on va dire... C'est quoi le mot qu'il emploie ? Je crois que c'est le mot criminel.
Non, il dit genre pas des révoltes, des extrêmes, pas des extrémistes, mais un truc comme ça, des radicaux. D'accord. Ce sont des radicaux. Et donc tu vois, tu vois que pareil, l'autre groupe de Panem fonctionne. Et pareil, petite subtilité, le personnage de Plutarque, Oui. il est hyper intéressant. Le mec qui est toujours dans l'ombre et qui est le seul qui gagne le Hunger Game à la fin. Ouais, qui devient élu, ouais. Il n'est pas élu. Il est derrière celle qui a été élue. Il est derrière Snow, parce qu'il devient le boss des Hunger Games, tu vois. Ouais, le réalisateur. Après, il devient le directeur de campagne des rebelles. Et puis, il organise le voyage, la fuite de Katniss et de Pita. Et en fait, tu le vois à la toute fin, quand il regarde enfin les élections démocratiques que les 12 tribus ont choisi, patati patata. Il est là, juste derrière. Et c'est Mitch qui dit, et on ose dire qu'il y en a qui gagnent pas les Hunger Games. Tu vois? Et ça aussi, c'est un personnage qui est extrêmement trouble, où tu sais pas si, tu sais, il pense qu'à sa gueule, est-ce qu'il voulait faire le bien ou pas, est-ce qu'il voulait renverser le système pour avoir sa meilleure place, est-ce que c'est un opportuniste ultime, est-ce qu'il voulait vraiment changer les choses? Et la réponse, on n'aura jamais la réponse. Ouais, non, et en plus, il me contrôle l'image. Ouais. C'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il contrôle l'image aussi bien de la partie des deux parties en fait, de la partie adverse et de la partie gentille, enfin ceux qu'on a envie de suivre. Ouais. C'est lui qui force Katniss à faire des images de rébellion. Tout à fait. Et peut-on dire même que c'est lui qui gangrène la rébellion, puisque c'est lui qui vient avec toute cette stratégie que les rebelles adoptent. Stratégie de communication, j'invente, le mec qui dit oui, je vais faire des propaclips, c'est des clips de propagande. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Donc voilà, donc voilà, moi c'est des films que je recommande, que j'invite les gens à aller voir. Et je sais pas si ça nous change de Star Trek. Ça change un peu de Star Trek, il faut aussi qu'on propose autre chose, hein, parler un peu d'une dystopie. Mais voilà, donc je sais pas si toi ça t'a convaincu, si ça t'a plu en fait de regarder ces films. Eh ben ça m'a plu, oui ça m'a plu, c'était un peu long, c'est vrai que je suis génération Zapette, donc des films qui prennent le temps de poser l'intrigue, c'est toujours des films un peu longs, mais je pense que j'aurais beaucoup plus de choses à dire sur le préquel. Ah bah du coup ce sera le sujet de la prochaine vidéo alors. Et ben alors si vous avez aimé comme d'habitude, hein, vous laissez vos plus beaux jolis pouces bleus, vous laissez un petit commentaire, vous partagez, et puis nous on se revoit très bientôt pour la partie 2 sur Hunger Games avec le préquel, hein, l'oiseau, c'est quoi, c'est la balade du feu et du serpent et de l'oiseau je crois. Voilà exactement. Et ben merci pour tout Arcadie. Bah merci Cyril. Et ben à bientôt. À bientôt, ciao.